Salut Grégory, comment tu vas? Salut Thomas, ça va très bien et toi? Ben très bien, merci beaucoup. Chaudement, je sais pas comment il fait chez toi, mais nous il fait 41 degrés aujourd'hui, donc ça me 41 degrés? Non, ouais, il fait une trentaine de degrés, chaudement aussi, mais pour le Luxembourg, on atteint rarement les 40 degrés. Bon, du coup, Grégory Guillemin, bienvenue. Bon, je te propose que, bah, déjà que tu te présentes pour ceux qui ne te connaissent pas, ben, voilà, tu nous racontes rapidement ton parcours, qui tu es, et voilà, que tu nous racontes un petit peu d'où tu viens. Avec grand plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi c'est Grégory, j'ai 4 ans. J'aimerais commencer par mes passions. Ma première passion ce sont mes enfants, Gaspard et Harold. Gaspard qui a 4 ans et Harold qui a 3 ans. Ça a complètement changé ma vie puisque quand Gaspard est né, j'ai pris la décision de plus travailler les vendredis pour pouvoir avoir mes vendredis, samedis et dimanches uniquement orientés famille. J'ai une deuxième passion qui est liée aux activités sportives, que ce soit le VTT, que ce soit le tennis, mais aussi la montagne. J'envisage voilà, de faire mon premier 4000 l'année prochaine. Donc, je suis en train de récolter énormément d'informations. J'ai la chance d'aller plusieurs fois par an en Suisse, non pas pour y déposer mon argent, mais plutôt pour profiter des super paysages, des super balades qu'on peut faire en montagne. Et ma troisième passion, elle est liée à mon rêve qui est un petit peu foufou, simple mais un petit peu foufou, essayer d'aider 1 million de personnes à débuter en bourse. Et donc, comment j'en suis arrivé à ce rêve-là de manière très très rapide? Il faut savoir que j'ai fait un master en Belgique, vous reconnaissez certainement l'accent, en finance. Et puis après mon master, en fait, j'ai eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat. Une thèse de doctorat qui a porté principalement sur comment essayer de battre la bourse à long terme. Et donc, j'ai fait ça pendant 3 ans. Et pourquoi j'ai décidé de faire une thèse de doctorat? Pour trois raisons importantes. Première raison, c'est que mes parents avaient perdu beaucoup d'argent en 2008 parce qu'ils étaient investis dans deux banques belges, Dexia et Fortis, qui ont quasi fait faillite, qui ont été sauvés par l'État. Deuxième chose très importante, c'est que la grand-mère de mon épouse avait 100 000 euros à investir en bourse. Elle me dit, ben, je ne fais pas confiance à mon banquier d'ING. Toi, Grégory, tu as fait un master en finance, tu fais une thèse de doctorat en finance. Est-ce que tu veux bien gérer mes finances personnelles? Bah, mamie, je vous aime bien, mais je me sens un petit peu mal à l'aise de gérer ces 100 000 euros alors que j'avais que 24 ans, je pense. Et troisième raison, pardon, importante, c'est quoi? C'est que j'ai commencé à boursicoter au début de ma thèse de doctorat et j'ai vite perdu 60% de mes économies. Donc, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai sélectionné des actions individuelles sans lire des rapports d'analystes. Je me suis pris pour un analyste financier alors que je n'étais pas du tout un analyste financier. Et donc ça, pendant que je perdais de l'argent en bourse, en fait, en parallèle, je faisais ma thèse de doctorat sur le sujet pour mieux comprendre la bourse, comment ça fonctionne à long terme, les grands principes d'investissement. Et puis, ça m'a permis justement après d'orienter ma carrière là-dessus. Donc, j'ai terminé ma thèse de doctorat en 2015. Et puis, pendant 6 ans, je l'ai fait courte. J'ai travaillé pour des familles très fortunées qui avaient plus de 30 millions d'euros d'actifs financiers dans un family office. Et il y a 2 ans maintenant, un peu plus de 2 ans, j'ai pris la décision de démissionner pour me consacrer 100% au projet La Bourse Make It Easy, ce projet d'éducation financière que je fais à temps plein avec, comme tu le proposes aussi, hein, des formations, avec ma newsletter, les tutos de Greg, avec plein d'activités différentes autour de l'éducation financière. Ok, bon, belle présentation. Merci beaucoup. Mais tu vois, dans ton parcours, il y a un truc qui m'intéresse. Alors, je suis désolé, je focalise sur, sur un truc pas cool, mais tu vois, tu as dit que tu as perdu 60% de tes économies. Effectivement, entre Et, euh, 2013 et 2015. et je trouve ça, alors ça doit pas être super intéressant pour toi, mais moi je trouve ça intéressant parce que je me dis, finalement, que malgré tes connaissances quand même poussées, on va dire, sur la théorie et même la pratique de la finance, parce que tu as quand même voilà, des études poussées là-dedans, bah, malgré ça, bah, le stock picking, ça t'as pas forcément réussi, quoi. Et Euh, que, Exactement, en fait, la première partie de ma thèse de doctorat, ça a été sur un autre sujet que l'investissement en bourse.
Mais même après mon master en finance, donc il faut savoir que j'ai commencé à investir, j'ai terminé mon master en 2012 et puis en 2013, j'ai commencé à investir en bourse. Et là, effectivement, même après ces années en finance où j'avais appris ce que c'était les marchés financiers, un fonds d'investissement et ce genre de choses, ben, j'ai commencé à suivre les échos belges, à m'intéresser à des sociétés, à investir dedans et à faire plein d'erreurs, à investir dans des sociétés en gagnant 10-15% et puis annonce mauvais résultat, moins 30%. Je me dis que c'est une super opportunité, je rachète à moins 30% et juste sur une action, rien qu'une action m'a fait perdre 80% de mes investissements parce que j'avais 2000 € d'économie, j'avais mis mes 2000 € là-dedans et j'ai perdu 80% de 2000 €, donc ça fait énormément d'argent. Donc j'ai fait plein de petites erreurs, comme recommander cette action-là à mon épouse, à des amis, à des gens de ma famille, alors que j'y connaissais rien et j'avais pas cette humilité-là de dire, mais en fait, c'est un métier tellement compliqué, tellement complexe, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à lire sur les investissements en bourse, sur la gestion passive aussi, et de me rendre compte que déterminer une stratégie d'investissement, c'est super complexe et qu'à long terme, ben, 95% des gestionnaires actifs n'arrivent pas à battre la bourse. Donc, comment veux-tu qu'un simple post-étudiant qui fait une thèse de doctorat arrive à battre la bourse? En fait, j'ai eu de la chance, c'est que j'ai gagné de l'argent puisque j'ai investi de l'argent pour la grand-mère de mon épouse. Et donc là, j'ai eu de la chance, j'ai fait du stock picking, mais qui était chanceux. Et j'ai voulu le faire pour moi, mais avec d'autres actions. Et j'ai enfin, j'ai perdu vraiment 60% de mes économies après avoir économisé pendant plusieurs années. Ça faisait extrêmement mal. Ça aurait pu complètement me dégoûter, en fait, des investissements en bourse. Mais non, ça m'a donné la niaque de faire ma deuxième partie, ma grosse partie de thèse de doctorat sur comment on investit en bourse et comment battre la bourse. Puisque je perdais de l'argent en bourse, j'avais envie de battre la bourse et de comprendre cela, et ça m'a forcé à lire des papiers de recherche des années 50, des années 60, de relire Benjamin Graham, de faire plein de choses par rapport à ça et de comprendre ce que c'est la bourse et comprendre surtout les grands principes d'investissement. Et après avoir compris ça, je me suis dit, ben, en fait, plus jamais je ferai de stock picking. Et donc là, ça s'est passé il y a 8 ans. Enfin, j'ai commencé mon premier stock picking en 2013. Depuis 2015, je n'ai plus jamais fait de stock picking et je compte pas en refaire. Ouais, alors je rappelle rapidement ce qu'on appelle stock picking, hein, c'est le fait de choisir soi-même ses actions, VS, ce qu'on appelle la gestion passive ou les ETF, où on investit dans un indice qui permet donc de suivre en gros le marché. Alors, je simplifie bien sûr volontairement, mais ouais, je trouve que en fait, je trouve que c'est intéressant parce que, bon, tu dois le savoir, hein, moi je suis aligné avec ta philosophie de la gestion passive, hein. Moi, je suis pro gestion passive, pro ETF, et, et je suis désolé d'avoir un peu creusé sur ce truc-là, mais c'est juste pour mettre en évidence en fait que pour les gens qui nous écoutent, hein, les particuliers qui démarrent, qui n'ont pas forcément de connaissances financières, les rassurer en disant que bon, même si vous n'en avez pas, bah, finalement, des fois, de simples ETF indiciels vous permettront d'optimiser vos chances de gain VS vous embêter à aller chercher, bah, à analyser des actions, suivre les rapports, suivre les résultats, parce que même quand on a des super connaissances et qu'on est énormément compétent comme toi tu l'es, eh ben on peut se gourer. Et ça n'a rien à voir avec les compétences finalement, ça dépend de... Finalement, dans le stock picking, en fait, tu dois, en plus d'analyser l'action à un instant T, il faut ensuite après la suivre et Et c'est pas parce qu'elle analyser est tout le secteur et aussi. analyser tout le secteur, les bilans, les machins. Et c'est pas parce que quand tu l'achètes, elle coche toutes les cases que bah en fait après bah, tu peux dormir sous tes deux oreilles. Non, non, il faut être alerte tout le temps. Et puis généralement, quand elle annonce des mauvais résultats, c'est un peu trop tard pour la vendre, quoi, parce qu'il y a tout le monde qui l'a vendu avant toi. Oui, enfin, moi, c'est exactement ce qui s'est passé avec une action biotech belge et où effectivement, je l'ai acheté à 17 et j'ai fait plusieurs allers-retours gagnant 10%. Et puis, je l'ai racheté à 16,70. Et puis, en un jour, elle est passée à 10. Et puis, un an après, je la revendais à 3. Et aujourd'hui, Attends, elle vaut désolé 17. Grégory, je dois couper vite fait, j'ai une urgence. Attends, deux Oui, pas secondes.
OK, ouais, donc du coup, voilà, cette expérience, elle a été, enfin, voilà, elle était malheureuse, mais ça t'a permis aussi, voilà, de t'intéresser finalement aux investissements passifs et voilà, te recentrer Oui, peut-être sur une stratégie qui te correspond plus aujourd'hui, quoi. en tout cas, ça m'a permis déjà de mieux comprendre la bourse, de faire une grosse partie de ma thèse de doctorat sur les investissements en bourse. Et puis, je me suis focalisé sur la gestion active entre 2017 et 2019. Et puis après, ben, j'ai commencé à mieux connaître la gestion passive. Je voulais pas faire comme avant parce que tout le monde parlait d'ETF en 2017, 18, 19 et je comprenais pas trop directement. J'ai pas pris le temps. J'étais fort occupé avec mes activités professionnelles et donc c'est aussi pour la raison pour laquelle c'est seulement en 2019 que j'ai creusé le sujet des ETF très très loin pendant plusieurs mois pour bien comprendre ce dans quoi on investit. Ça paraît très simple comme ça, faire un ETF, mais le fonctionnement d'un ETF est bien plus compliqué que le fonctionnement d'un fonds traditionnel, en tout cas opérationnellement parlant, je pense. Et donc moi, je voulais vraiment être certain, ok, est-ce que les ETF, c'est pas simplement une tendance, mais donc pendant plusieurs mois, j'ai fait un gros travail d'audit par rapport à ça avant de commencer à investir. C'était seulement il y a 3 ans et demi. Hein, j'ai investi maintenant tous les mois. Enfin, depuis 3 ans et demi, j'ai investi tous les mois dans des ETF maintenant et non plus dans des fonds actifs. Mais on parlera de mes investissements dans quelques minutes, je suppose. Yes. Alors, ouais, le but aujourd'hui, Grégory, aussi, c'est de se focaliser sur le choix des plateformes, parce que c'est vrai que c'est un sujet régulier hein, quand on veut investir en bourse. Bah, il faut déjà savoir sur quelle. Pour moi, il y a deux étapes en fait quand on veut investir en bourse ou quand on veut investir tout court en fait. Hein. C'est d'abord choisir sur quelle enveloppe fiscale on va le faire. Donc, en France, on a notamment bah, l'assurance vie, le PEA et le PER. Mhm. Après, hors enveloppe fiscale, on a les comptes titres. Et l'idée, voilà, c'est déjà de comprendre, ben, voilà, première étape, savoir sur quel support, enfin, sur quelle enveloppe fiscale on le fait. Et ensuite, il faut choisir le courtier. Et j'aimerais bien qu'on creuse ça ensemble. Et alors, toi, vu que tu es belge et que tu habites au Luxembourg, Oui. euh, alors tu peux rapidement nous parler peut-être voilà, de PEA compte titre, assurance vie, bon, qui sont propres finalement Oui, à la fiscalité c'est française. c'est très Mais propre effectivement à la fiscalité française et grosso modo, moi, ce que je dis toujours aux Français qui me suivent, c'est de commencer effectivement enfin, en fait, de faire plusieurs choses en parallèle, de faire par exemple effectivement le PEA pour éviter la taxe sur les plus-values après 5 ans, si ma mémoire est bonne, de faire mhm. aussi l'assurance vie, mais l'assurance vie, il faut faire attention aux frais de rebalancement, aux frais d'entrée, aux frais de sortie, à tout l'aspect frais. Et donc Ouais, là, mais ça c'est tout l'intérêt justement de bien choisir son support. Parce que donc, c'est effectivement, là, tu vois, parce que t'as les assurances vie qui sont pourries, avec des qui sont bourrées de frais et qui là, du coup, ne sont pas intéressantes. Et certaines assurances vie qui permettent justement de, bah, voilà, de profiter de l'assurance vie tout en minimisant les frais. voilà, tout en minimisant les frais, sachant que les frais seront toujours un peu plus importants qu'un compte titre chez un néo-broker, par exemple, Bien sûr. avec le désavantage où il n'y a pas d'avantage fiscal sur le compte titre, mais l'avantage, c'est que le compte titre, il est presque illimité en termes de En termes nombre d'offres. Hmm. en termes d'offres, en termes de nombre d'ETF, alors que sur ton PEA ou alors effectivement ton assurance vie, pour l'avoir fait récemment avec un client, il n'y avait que 80 ou 90 90 ETF qui étaient disponibles. Et donc là, effectivement, en fait, il faut trouver vraiment le juste milieu entre l'aspect fiscal qui est à ne pas négliger, mais n'oublions pas aussi un bête exemple, ce que je dis toujours dans les PE et les assurances vie, des ETF qui te permettent d'investir dans de t'exposer au marché américain, le S&P 500 par exemple, donc l'indice représentant les 500 plus grosses capitalisations boursières aux États-Unis. Ce sont tous des ETF synthétiques. Il faut dire, ben, l'ETF synthétique, il y a un léger risque de contrepartie un peu plus important. Il faut comprendre cela. Il faut comprendre qu'un ETF, je pense à Amundi, PEA, S&P 500, les premières lignes ne sont pas des lignes américaines, ce sont des lignes européennes. Alors oui, via des contrats dérivés bien complexes, il arrive à délivrer la performance du S&P 500. Mais moi, je reste toujours prudent en disant, ben, attention, soyez
conscient de cela parce que, souvenons-nous qu'en 2008, quand la contrepartie sur certains produits, non pas des ETF, mais d'autres produits, était Lehman Brothers, eh ben, il y a eu des gros dégâts. Donc, il faut juste être conscient de ça. Et si on est conscient de cela, ben, c'est souvent pour ça que moi, je dis, ben, il faut toucher un petit peu à tout en minimisant effectivement l'impact fiscal, mais aussi en maximisant la diversité de l'offre via un compte titre. Si on passe effectivement du côté belge ou luxembourgeois, alors en Belgique, les gens adorent l'épargne pension où on déduit 990 euros par an, grosso modo. Et moi, en fait, depuis 10 ans, ma banquière me propose ça et depuis 10 ans, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que ce sont des produits, donc les épargnes pension en Belgique, je schématise bien entendu, c'est plus complexe que ça, et ça dépend desquels, mais c'est souvent des produits où légalement tu es obligé d'investir 80% de tes investissements en Europe pour des raisons simplement légales. Et donc, tu as une faible diversification géographique. Les fonds de pension en Belgique et au Luxembourg sont souvent des fonds qui eux-mêmes investissent dans d'autres fonds, donc double couche de frais. Et si je regarde simplement les performances à long terme par rapport à la gestion passive, ça coûte plus cher. Et donc, ça coûte plus cher, pardon, et c'est moins rentable. Par contre, moi, ce que je me suis amusé à faire, c'est de dire, ben, en fait, j'investis dans des plans de pension moins rentables, mais j'ai une déductibilité fiscale, et cette déductibilité fiscale, je fais la simulation que je l'investis dans un ETF. Eh ben, en faisant mes simulations sur Excel, et j'ai envoyé ces simulations à de nombreux courtiers et banquiers qui m'ont dit qu'ils sont d'accord avec moi, mais qui ne peuvent pas le dire officiellement parlant, puisque ce fichier Excel-là, il a été vu par plus de 2700 personnes. Et en fait, euh, si tu as un horizon d'investissement court, par exemple, si tu commences ça à 45-50 ans, c'est plus intéressant de faire ça que de faire simplement des ETF de manière passive, car le gain fiscal est important. Par contre, si tu as 30-40 ans d'investissement devant toi, tu vois qu'à l'année 23, 24, 25, les les investissements dans des ETF purs, sans déductibilité fiscale, passent au-dessus grâce à la magie des intérêts composés et grâce au fait que ça performe plus malgré le fait qu'il n'y a pas d'intérêt fiscal. Mais les 20 premières années, effectivement, cette stratégie est moins rentable parce qu'on ne bénéficie pas de l'investissement et de la déductibilité fiscale. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça. Alors certaines personnes vont dire oui, mais l'épargne pension c'est bien, c'est une épargne forcée et en plus c'est diversifié, tu as aussi des obligations, ça sert de coussin de sécurité. Oui, mais si tu es capable de vivre avec la volatilité des marchés financiers, avec des plus 40, des moins 30 et tout ça, mais en fait, tu n'as pas besoin, selon moi, si tu as un profil de risque agressif, tu n'as pas besoin de mettre ce genre de produit dans ton portefeuille. Moi, je ne le fais pas pour les raisons que je mentionnais. Dernière raison importante aussi, le fait que l'État t'offre une déductibilité fiscale. Ben, en fait, l'État, il a un conflit d'intérêt là-dedans. Pourquoi? Parce qu'il dit, ah ben vous allez payer moins d'impôts si vous faites ça, mais si plein d'argent vont dans les épargnes pension en Belgique, qui sont les premiers acheteurs des obligations de l'État belge? Les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques. Donc là, pour moi, il y a un conflit d'intérêts et c'est la raison pour laquelle, et aussi pour des raisons de rendement, comme je l'ai expliqué, et diversification, je ne fais pas d'épargne pension, mais ça existe et c'est très prisé en Belgique, au Luxembourg aussi, avec ce qu'on appelle la branche 21, la branche 23. Bref, je ne rentre pas dans le détail, mais comparez toujours différentes opportunités, regardez bien les frais directs, les frais indirects, les frais des supports d'investissement, parce que franchement, pour en voir chaque semaine, je suis souvent au-dessus des 2%, 2% et demi de frais récurrents année après Ah ouais. année, sans tenir compte des frais d'entrée qui sont souvent pour les personnes que j'accompagne ou qui me partagent leur patrimoine par email ou sur les réseaux sociaux, les frais d'entrée entre 3 et 5%. C'est-à-dire chaque année ou chaque versement, je connais quelqu'un, chaque mois il met 200 euros dans un fonds de pension, il y a 10 euros des 200 euros qui sont des frais d'entrée pris par le banquier. Ben pour moi, c'est du vol.
Et j'essaye justement de dire, faites attention à ça, négociez cela. Et c'est pas parce qu'un produit est fiscalement intéressant que à long terme, il est intéressant économiquement parlant pour votre patrimoine. Ouais, c'est souvent ça, moi j'ai l'impression quand tu as un avantage fiscal, moi j'appelle souvent ça les carottes fiscales, tu vois, c'est qu'il y a forcément une contrepartie et enfin voilà, souvent quand tu as cet avantage-là, c'est récupéré ailleurs, soit par les frais ou soit même des fois une fiscalité plus importante à la sortie. Moi je pense notamment au PER en France, qui ressemble un petit peu, je pense, à l'épargne pension que vous avez en Belgique, euh, qui, qui a le même principe, hein, on défiscalise, en fait, en fonction de ce que tu verses, tu peux défiscaliser un certain pourcentage de tes revenus, donc c'est vrai que c'est intéressant. Par contre, la fiscalité à la sortie, elle est imposée sur le capital et pas sur les plus-values. Et Ouais. ça, il n'y a pas grand monde qui en parle, quoi. Et ça peut être intéressant dans certains cas, quand tu prévois de gagner moins à la retraite et tout, hein, enfin, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais Il faut en il faut être toujours faire conscient, en attention. fait. Il faut en Il être faut en être conscient. conscient. Il Il faut faut en être vraiment conscient. pouvoir mettre les différentes options avec les frais, la fiscalité au début, à l'intérieur, à la fin. Même chose, le fonds de pension en Belgique, à 60 ans, tu es taxé, si ma mémoire est bonne, à 8% actuellement, en tout cas les taux Mm. maintenant. Qui nous dit que l'État belge, dans 10, 15, 20 ans, augmentera ses 8% à 15%. Et donc, c'est pour ça que je préfère faire tout par moi-même en me disant, ben, en fait, finalement, en théorie, cet argent-là, il sera plus taxé. Ça ne dépend pas effectivement de certaines règles définies par l'État. Et puis, et ça me paraît plus juste. Et c'est comme ça que je le partage sur les réseaux sociaux et dans ma newsletter. Alors, je rebondis juste un truc sur l'assurance vie dont tu as parlé tout à l'heure, Oui, française. Alors, je suis d'accord avec toi sur un truc, mais je voulais rebondir sur autre chose. Tu disais qu'il y avait plus de frais et il y avait moins d'offres que sur les comptes titres. Je suis complètement d'accord. C'est vrai que quand tu as une stratégie vraiment purement en bourse, je pense que c'est souvent plus pertinent d'avoir un compte titre ou un PEA parce que tu as plus de choix et tu as moins de frais. Par contre, il y a quand même un avantage de l'assurance vie que je préfère quand même préciser, c'est ce qu'on appelle une enveloppe multi-support. En plus, un des avantages fiscaux, c'est-à-dire que au sein de la même enveloppe, en fait, tu n'as pas que les ETF, en fait. Tu as une partie mhm, ETF si tu veux t'exposer à la bourse, mais tu peux faire de la SCPI, tu peux faire du private equity, tu peux avoir du fonds euro, donc une partie garantie en capital. Et moi, pour moi, c'est ça vraiment la vraie force, en fait, de l'assurance vie, c'est que tu peux gérer tout ton patrimoine au même endroit et profiter de l'avantage avec fiscal différentes sur poches, quoi. plein d'actifs, en fait. Alors que tu vois, quand tu investis via un PEA au compte titre, Tu es ta seule limité. exposition, voilà, c'est les marchés financiers. Tandis qu'avec l'assurance vie, tu peux avoir une poche marché financier, une poche immobilier, une poche private equity, une poche fonds euro, donc obligations, enfin, plus ou moins obligations. Ouais. Donc voilà, c'est quand même une force de l'assurance vie que je voulais appuyer. Ah ouais, bah, enfin, effectivement, et l'aspect fiscalité avec pas de droit de succession, si je me trompe pas, jusque 150 000 euros et Ouais, quelques, un abattement, ouais. voilà, un abattement, donc non négligeable. Après, n'oublions pas aussi que moi, je vois aussi beaucoup de personnes qui vont faire du private equity au travers de leur assurance vie, qui vont faire des SCPI et ce genre de choses, mais qui comprennent pas le fonctionnement derrière, qui comprennent pas ce à quoi ils sont exposés. Donc, donc c'est très bien. Et d'un autre côté, le fait que ça te donne accès à tout, ça peut te faire partir dans des directions en fait, qui ne sont pas 100% en tout cas si tu es en gestion libre, qui ne sont pas 100% appropriées peut-être à ta propre situation. Parce que, Ouais, tes connaissances, ouais. oui, ou à tes connaissances. Moi, je fais grosso modo, je fais que de la bourse, je fais pas de private equity. Enfin, c'est tellement un monde très complexe, difficile à comprendre et tout ça, enfin, que je suis capable de comprendre, bien entendu, mais je fais pas de private equity, je fais pas d'immobilier coté non plus, parce que l'immobilier coté, ben, enfin, certaines personnes disent c'est pas risqué, etc., etc. Eh ben, moi, je dis Ah que oui, oui, c'est risqué, bien sûr. ça peut être Comme tout risqué, voire placement. très risqué, puisque n'oublions pas qu'il y a l'effet de levier très important des boîtes immobilières qui sont fortement endettées. On le voit maintenant dans la situation actuelle avec la remontée importante des taux d'intérêt. Donc, je pense qu'il faut vraiment investir dans ce qu'on comprend Comprends. déjà, dans ce qu'on aime, tout en diversifiant. Mais en bourse, tu peux diversifier par secteur, par zone géographique. Tu prends quelques ETF comme ça, tu es exposé de manière indirecte à des milliers d'entreprises. En fait, tu penses que tu n'as que 3 ETF, oui, mais derrière, tu as 1000, 1500, 2000 entreprises. En fait, tu es déjà super diversifié.
mais tout en comprenant. Moi, je préfère dire aux gens, faites que des ETF, mais commencez pas à faire de private equity, parce que s'ils comprennent pas et qu'ils font simplement un copy-paste d'un influenceur en disant il faut faire du private equity parce que c'est ça qui a cartonné, oui, mais le private equity, quand il y a des grosses récessions, eh ben, c'est le private equity qui trinque. Et le problème du private equity, c'est qu'on ne le voit toujours qu'à la fin, les dégâts, Mmh. puisque c'est un marché qui n'est pas coté comme le marché boursier. Mais Donc ouais, voilà, on n'a pas les infos en direct, quoi. effectivement, on les a On plus les tard. saura à la fin, ouais. OK, je te propose que du coup, que tu nous dises un petit peu toi pour choisir les courtiers, hein, que ce soit voilà, sur quels que soient les supports qu'on a cités, hein, que ce soit assurance vie, PEA, compte titre ou même du coup le plan de pension belge. Ouais. Quelle est ta méthode toi, pour choisir un courtier? Sur quels critères tu vas te baser concrètement? Alors, faut savoir que pour trouver des courtiers, ben, j'ai fait une analyse, un gros travail l'année passée là-dessus, où j'ai analysé plus de 10 plateformes différentes. Et en fait, moi, je dirais, j'ai 5 questions que je me pose toujours, enfin 5 grandes catégories. La première catégorie, c'est quoi mes besoins? C'est quel instrument? Donc, dans mes besoins, ça va être simplement deux grandes choses. Ça va être, par exemple, les instruments financiers que je vais utiliser. Eh ben, si je suis un day trader, j'utilise des options, eh ben, je ne vais pas spécialement utiliser effectivement Trade Republic qui n'est pas approprié pour cela. Si par contre, je veux investir que dans des ETF, eh ben, tu peux prendre Trade Republic, tu peux prendre de Giro et tout ça. Même chose, mon besoin, un bête exemple, je prends Trade Republic de Giro. En toute transparence aussi, je suis partenaire de Trade Republic, comme ça tout le monde est au courant par rapport à ça. Ben, en fait, Trade Republic de Giro, ben, il y a des gens qui tous les mois aiment bien passer leurs ordres dans des ETF et donc ils le font via de Giro. Ils sont autonomes, ils le font eux-mêmes. Et il y a des gens comme moi qui disent, bah, finalement, moi j'automatise et je le fais de manière automatique via les plans d'investissement programmés. Et donc ça dépend vraiment de les besoins que la personne a. Il y a des gens comme moi aussi qui investissent dans des fonds actifs. Eh ben, j'ai une plateforme, mais j'en ai même deux, pour les fonds actifs. Donc, ça dépend vraiment des instruments financiers que vous utilisez et des montants aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous souhaitez investir 100 euros par mois dans un ETF quelconque, vous passez par, si je ne me trompe pas, Boursorama, ça vous coûte 2,5%. 2,5% par mois, donc par an finalement, pour acheter certains ETF avec les frais minimums imposés par Boursorama. Si vous avez 100 euros par mois à mettre, eh ben vous pouvez peut-être dire, ben non, mais moi je vais le faire via Trade Republic ou de manière automatique, je ne paie pas de frais de courtage. Donc les montants influencent aussi. Donc première question, les besoins, quel instrument financier je vais utiliser et quel montant je suis prêt à investir en bourse. Deuxième question importante que personne ne se pose, c'est oui, mais euh, où sont mes investissements? Quand je passe par de Giro, quand je passe par Trade Republic, mon argent, le cash ou mes titres financiers, où est-ce qu'il se trouve? Eh bien, je vous explique quoi. C'est que de Giro, Trade Republic, ce sont des courtiers qui vous permettent de passer des ordres en bourse. Mais vos instruments financiers, le cash, se trouvent au sein de banques dépositaires. Donc moi, quand je fais l'audit de plateforme, je vais demander dans quelle banque dépositaire, avec quelle banque dépositaire il travaille. Donc une banque dépositaire, c'est une banque, j'invente, comme BNP Paribas Securities Services. C'est une entité juridique complètement à part de BNP Paribas qui a pour unique objectif de détenir des titres financiers. C'est comme si Thomas, je te donnais un crayon, ton objectif c'est de le garder pendant un an et dans un an tu me le rends. Et bien voilà, une banque dépositaire ne fait pas d'activité de trading, ne fait pas de prêt hypothécaire, ne fait pas de prêt aux entreprises, ne fait pas d'activité de corporate finance et donc de finance d'entreprise, uniquement garder des titres financiers et du cash. Et bien, quand j'ai posé la question à Itoro, ils m'ont dit ces informations sont confidentielles, nous ne pouvons pas vous le dire. Donc moi j'ai dit très bien, je n'investirai pas, pardon, via Itoro. J'ai posé la question à Trade Republic. Par exemple, les titres se trouvent au travers de HSBC Allemagne, la banque dépositaire d'HSBC.
Le cash, il se trouve dans différentes banques dépositaires comme Solaris ou encore Citibank Allemagne. Et donc, voilà, il faut poser ces questions-là pour se dire, ben, finalement, en fait, même si mon courtier fait faillite, est-ce que justement, où se trouve mon argent, où se trouvent mes investissements? Quand un courtier ou quand des commerciaux de courtiers ne sont pas transparents, pour moi, c'est un red flag. Je ne vais pas plus loin. Et moi, j'irais même plus loin aussi, il y a, enfin, aussi savoir si on est bien propriétaire de ses actions. Moi, je sais il y a des plateformes, je vais pas citer le nom, mais sur lesquelles j'étais encore, jusqu'à très récemment et j'ai appris et compris, peut-être un peu tard, que en fait, on n'est pas propriétaire de ses actions en passant par ces plateformes-là. Alors je parle de compte titre, hein, Mhm. et ça, je pense aussi, c'est un critère quand même important de comprendre, tu vois? Parce que, bah, par exemple, on peut pas faire de transfert de compte titre quand on n'est pas propriétaire de ses actions, et puis s'il y a il y a un risque de contrepartie supplémentaire aussi. Effectivement, en fait, là, ça, c'est un point très spécifique que je ne souhaitais pas spécialement aborder, mais si ça vous intéresse, moi, j'ai un email d'une quarantaine de questions spécifiques que je pose aux plateformes pour bien comprendre leur fonctionnement. Et une des questions, c'est si j'investis effectivement dans des actions, est-ce que je suis bien propriétaire ou est-ce que c'est la plateforme qui est propriétaire? Est-ce que l'action, je souhaite investir dans Apple, je tape Apple sur ma plateforme, est-ce que c'est vraiment l'action Apple que j'ai dans mon portefeuille ou est-ce que c'est un dérivé de l'action Apple qui réplique le comportement d'Apple? Et donc, ça, c'est vraiment très spécifique et on ne va pas en parler longtemps ici, mais effectivement, c'est des questions importantes pour se dire, ben, est-ce que je suis bien le propriétaire? Et généralement, quand tu poses des questions où sont tes titres financiers, où est ton argent, et ben, à ce moment-là, enfin, dans la liste des questions, effectivement, c'est important de se rendre compte est-ce qu'on est propriétaire ou non de ces titres financiers. La plupart du temps, la réponse est oui, je vous rassure et je rassure tout le monde. Mmh. Mais il y a des plateformes un peu plus exotiques. Il y a des gens qui mettent des plateformes en avant qui ne sont pas spécialement régulées en Europe et ce genre de choses, où là, il faut faire extrêmement attention. Et donc, j'en viens à mes troisième critères ou ma troisième série de questions à poser sur la sécurité. Qui est le régulateur? Est-ce que c'est l'AMF, l'autorité des marchés financiers en France? Est-ce que c'est la BaFin, c'est comme l'AMF mais pour l'Allemagne? Est-ce que c'est la FSMA en Belgique? Est-ce que c'est la CSSF au Luxembourg? Qui est le régulateur? Moi, quand il y a une plateforme qui me dit j'ai mon régulateur en Pologne, j'ai mon régulateur à Chypre, j'ai mon régulateur à Singapour ou au Delaware ou tout ça, pour moi, c'est un red flag. Je ne vais pas plus loin. Je veux que mes régulateurs se trouvent dans mes pays que je connais très bien et où je suis certain qu'ils feront leur maximum pour réguler, pour contrôler justement les plateformes financières. Et lié justement à la partie régulateur et la partie sécurité, qu'est-ce qui se passe en cas de faillite? Si ma plateforme fait faillite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en théorie, donc il faut toujours poser la question effectivement sa plateforme, mais en théorie, l'argent est protégé à hauteur de 100 000 euros et les titres financiers, si votre plateforme fait faillite, les titres financiers sont également en théorie protégés. Si ça dépend du fonds de garantie français, c'est 70 000 euros. Si ça dépend d'un autre fonds de garantie, c'est 20 000 euros. Sachant que, sauf s'il y a une fraude au sein de la banque dépositaire ou une erreur opérationnelle ou un incident informatique au sein de la banque dépositaire, vos titres financiers ne sont pas à risque au sein de la banque dépositaire. D'ailleurs, depuis l'histoire, je n'ai jamais entendu de banque dépositaire avoir de problème. Mais, je dis toujours, le risque zéro n'existe pas. Je ne suis pas au sein des banques dépositaires, donc tu pourrais avoir une fraude massive au sein de banques dépositaires, une erreur opérationnelle ou encore un problème informatique. Et donc là, si ça venait à arriver, alors à ce moment-là, on est protégé à hauteur de 20 000 euros pour les titres financiers en Belgique, Allemagne, Pays-Bas et Luxembourg, et 70 000 euros si vous passez par une plateforme qui est enregistrée et qui dépend du fonds de garantie français. Donc, c'est important de se poser ces questions-là. Et donc, il y a des gens qui pensent vraiment que ah, j'ai tout mon argent chez Trade Republic, mince, si Trade Republic fait faillite, je vais tout perdre. Non, n'oubliez pas
que Trade Republic n'a pas sur le bilan vos titres financiers. Ok, vos titres financiers se trouvent au sein d'une banque dépositaire et que, en théorie, la banque dépositaire, enfin, je connais aucune banque dépositaire, mais ça peut toujours arriver, qui a fait faillite puisque la banque dépositaire ne fait que détenir des titres financiers, pas de prêt, pas de prêt hypothécaire, pas de prêt auto, rien de tout ça, uniquement détenir des titres financiers pour vous et détenir du cash pour vous. Donc ça, c'est vraiment pour moi le troisième grande série de questions à poser. Quatrième grande série de questions, c'est les obligations administratives et légales. Est-ce que ma plateforme, elle est disponible dans mon pays de résidence? Un, je souhaite investir avec mon conjoint, ma conjointe. Est-ce qu'un conjoint est possible? Eh bien, il y a beaucoup de plateformes des néo-brokers où c'est pas possible. C'est uniquement un compte individuel. Ah, je souhaite investir pour ma holding, donc pour une personne morale, donc une société. Ah ben en fait, non, ça c'est pas toujours possible d'investir pour une personne morale. Euh, Même chose aussi, je pense à ça pour les Français. Est-ce que ma plateforme qui est basée en Suisse, je passe par une plateforme suisse pour faire mes investissements, très bien, mais est-ce que je paye la taxe sur les transactions financières? Eh ben, oui ou non. Pour les résidents belges, est-ce que je paye ce qu'on appelle la taxe sur les opérations de bourse? Si vous passez par une plateforme belge, c'est automatisé. Si vous passez par une plateforme française, la taxe sur les transactions financières est automatisée. Mais si vous passez par une plateforme étrangère, c'est pas toujours automatisé. Même chose, le rapport fiscal, c'est je me souviens plus le nom en français. IFU. IFU, voilà pour les Français. Est-ce que votre plateforme vous fournit un IFU? Est-ce que vous êtes capable de reporter vos revenus, dividendes, intérêts, éventuelles plus-values dans votre déclaration fiscale grâce à votre plateforme? Et il y a des gens, par exemple, je vais prendre l'exemple de plateforme, Interactive Brokers, qui est une plateforme d'origine américaine qui est super bien, oui, mais pour les résidents européens, la partie fiscale est complètement merdique. Donc, Hmm. est-ce que, en tant que résident belge ou français, on a envie de passer par Interactive Brokers et se taper des heures et des heures de travail pour des raisons opérationnelles et fiscales? Ben, peut-être que non, on préférera passer par un Trade Republic qui est en Europe et qui connaît les contraintes de la France, qui connaît les contraintes de la Belgique et qui met en place des choses pour que, au niveau administratif et de taxation, tout soit OK. Donc, c'est vraiment important. Quatrième et avant-dernière série de questions sur la disponibilité, les contraintes administratives, est-ce que j'investis seul, accompagné ou pour ma société, et comment les taxes sont traitées par la plateforme. C'est un gros sujet en Belgique, puisqu'en Belgique, il y a plein de taxes partout, mais c'est important vraiment de s'en rendre compte, parce qu'effectivement, investir en bourse, oui, ça coûte des frais de courtage, mais il y a aussi toute la partie taxe qui est non négligeable. Et dernière question, d'ailleurs, j'en ai pas parlé avant, mais comment votre plateforme, elle gagne de l'argent? Eh bien, moi, j'ai analysé ça et je pense être assez calé sur le sujet. Il y a 5 manières de gagner de l'argent pour une plateforme. La première manière, ça va être quoi? Ça va être les frais de courtage. Ok. On passe des transactions. Quels sont les frais de courtage? 1 € par ordre chez Trade Republic, par exemple. Minimum, je ne sais plus si c'est 5 euros, 7,50 € chez Boursorama, peu importe. Mais voilà, c'est les frais de courtage. Deuxième manière, c'est les rétrocessions. Une partie, comment Trade Republic arrive à faire des frais aussi bas, c'est que 30% de son chiffre d'affaires, ça provient du fait que quand vous investissez dans des ETF, l'ETF il a un coût, on va dire 0,2% par an, et bien une partie de ces 0,2% par an est rétrocédée à Trade Republic. Donc rétrocession de la part de fournisseurs d'instruments financiers. Troisième manière de gagner de l'argent, le prêt de titre. Par exemple, De Giro fait du prêt de titre. Les titres que vous avez chez De Giro peut les prêter à d'autres clients de De Giro. Et vous n'êtes jamais rémunéré pour cela et c'est De Giro qui gagne de l'argent. Quatrième manière, ce qu'on appelle le payment for order flow, c'est quoi? C'est euh, un courtier qui va rassembler tous les ordres de ses clients et qui va passer par une seule banque, une seule plateforme boursière pour exécuter les ordres
et peut être rémunéré par la plateforme boursière comme apport d'affaires. Et donc là, à ce moment-là, ben, il y a ce qu'on appelle effectivement le payment for order flow. Par exemple, Trade Republic gagne de l'argent avec cela. Alors, certaines personnes disent le payment for order flow, c'est pas bien, ce genre de choses. Pour l'avoir analysé, c'est important de se rendre compte, est-ce que si je passe par Trade Republic, je paye la même chose que si qui utilise la bourse d'Hambourg pour passer tous ces ordres? Est-ce que je paye la même chose? Est-ce que les spreads, donc l'écart entre le prix d'achat et le prix de vente, sont les mêmes que si je passais par la bourse d'Amsterdam, de Paris ou de Francfort? Et la réponse est oui, et je pourrais développer si nécessaire. Dernière manière pour une plateforme de gagner de l'argent, c'est faire des prêts. Donc, par exemple, De Giro te permet, si tu as un titre, d'emprunter de l'argent et d'investir. Mais emprunter de l'argent, ça coûte plus de 4,5% pour le moment via De Giro. Donc, c'est différentes manières et c'est important de se rendre compte que même si, par exemple, je vais prendre un exemple très concret, eToro dit qu'il n'y a pas de frais de courtage, très bien, que ça, c'est gratuit. Oui, mais comment eToro gagne de l'argent? Bon, eToro, c'est spécial aussi parce que eToro, trading, il fait du trading contre vous, donc il gagne de l'argent grâce à son activité de trading, chose que la majorité des autres courtiers ne fait pas. Mais donc, posez-vous les questions en disant, oui, il y a les frais de courtage, mais est-ce qu'il y a d'autres frais cachés, d'autres manières de gagner de l'argent? Donc, voilà, en faisant ça, euh, en vous posant ces questions-là, vous serez capable de trouver la plateforme qui correspond à vos besoins. Si vous voulez, je mettrai à votre disposition, à la disposition de Thomas, les 40 questions qu'il faut poser à son courtier pour bien comprendre le fonctionnement du courtier. C'est un email type tout fait via Word. J'envoie à Thomas qui vous l'envoie ou vous me le demandez et moi je mets ça à disposition. C'est déjà gratuit sur mon site internet laboursemakeiteasy.com. Donc voilà. Ok, ouais, super. Bah ouais, ouais, je voudrais bien le doc pour le mettre en description. Top, je vais Euh, faire ça. yes. Et du coup, bon, c'était super clair hein, pour bon, les questions, les grandes questions à poser. Après, tu en avais parlé un petit peu tout à l'heure et c'était pour faire un petit peu le lien aussi avec les fameuses arnaques hein, qu'on voit parce qu'on en voit beaucoup. Enfin, moi, j'en vois beaucoup. Voilà, de nouvelles plateformes qui sortent et moi, j'ai souvent l'impression que c'est dès que ça parle de forex ou de certains trading en crypto, on a souvent voilà, des arnaques. Hein. Comment tu peux repérer les arnaques, les plateformes fake c'est quoi les indices qui ne trompent pas? Alors, déjà, je vais prendre un exemple très concret, pas plus tard qu'hier, et c'est véridique. Quelqu'un m'envoie un message, un client, en me disant, je viens de mettre 250 euros en crypto via la plateforme, via une plateforme. Alors, je ne vais pas dire le nom parce que sinon, j'ai peur que certaines personnes ouvrent des comptes là. Mais je vais quand même dire le nom au cas où vous avez un compte là. C'est M, MGM Global ou quelque chose comme ça, ou GMB Global, quelque chose comme ça. Et il me donne ses codes et tout ça, j'y vais, et comme de par hasard, pour verser de l'argent, j'ai pas de numéro de compte bancaire. Je dois demander à mon account manager. Et en fait, et en regardant à plusieurs reprises, en recherchant pendant 5 minutes, j'ai un avis du régulateur britannique qui dit attention, plateforme frauduleuse. Et donc, ce client-là, malheureusement, il est tombé dans le piège, il a investi 250 euros et comme de par hasard, les cryptos viennent de chuter de 20, 30, 40%, je ne sais pas exactement maintenant, mais comme de par hasard, depuis une semaine, ces 250 euros sont devenus 500 euros. Eh bien, pour moi, c'est du fake. Alors, Parce que c'était l'investissement en crypto c'était Ouais. l'investissement dans une crypto. Et donc, pour moi, c'est du fake complet. D'ailleurs, son account manager, j'ai essayé d'aller voir des informations sur lui, sur LinkedIn et tout ça. J'ai pas trouvé d'informations. Alors là, c'est un petit peu trop tard parce qu'il vient de se faire avoir. Mais comment faire pour justement ne pas se faire avoir? Poser des questions. D'ailleurs, j'ai plein de questions aussi pour éviter les arnaques que vous pourrez vous poser et que j'enverrai à Thomas. Mais premièrement, c'est que si la personne vous vend du rêve, vous allez devenir riche, partez en fuyant. Courez, courez, courez. Ouais, mais le problème, c'est que des fois, c'est dit plus subtilement, en fait.
tu vois, la plupart des plateformes d'arnaque, de forex et compagnie, alors je dis attention, je suis pas en train de dire que tout le forex est une arnaque, hein, mais la que la il y en a beaucoup en tout cas, et souvent moi je trouve que c'est dit subtilement parce que je suis allé voir, parce que moi j'ai pareil, j'ai des clients qui viennent me voir en me disant: «Ouais Thomas, qu'est-ce que tu penses de cette plateforme et tout?» J'ai un pote qui a fait x3 en 2 mois et tout, et moi c'est le premier signe d'alerte en fait. Si la personne a fait x3 en 2 mois, sans rien faire, je me dis déjà, à part évidemment en période de bull run crypto, c'est peut-être un peu la seule façon de faire ça. Heu, mais voilà, moi je me dis déjà fais attention quoi, parce que si tout le monde peut faire x3 en 2 mois, sans rien faire et avec, un risque soi-disant maîtrisé, déjà pour moi c'est un peu un no go. Bien Mais, entendu, mais c'est pour ça qu'il faut, en fait, pour moi, il faut poser, c'est la même chose que pour les plateformes, il faut poser des questions. Si on vous contacte via WhatsApp, Messenger, peu importe, Discord, Telegram ou autre, LinkedIn, c'est de dire, ben, déjà, si la personne vous promet de devenir riche, ben, déjà, il faut partir. Deuxième chose, mmh, c'est poser la question, ah, ben, comment vous investissez? Est-ce que vous pouvez m'expliquer le processus d'investissement? Comment vous partez de l'univers, comment vous sélectionnez des cryptos. Si vous n'arrivez pas à comprendre, bah, arrêtez-vous mmh, là. Autre chose, c'est très bien, vous me proposez, parce que souvent on dit on va faire x2, x3, x4, on va vous montrer comment faire, on a des traders internes, eh ben, très bien, envoyez-moi le CV du gestionnaire. Pouvez-vous m'envoyer son profil LinkedIn? Depuis combien d'années il fait ça? Quelle est la composition de son patrimoine? Même chose, les performances. Vous parlez que vous pouvez doubler mes performances sur les prochains mois. Eh ben, c'est quoi vos performances en 2008, en 2011, en 2020? mmh. En fait, il faut bombarder de questions. Moi, c'est ce que je Ouais, il fais. faut les challenger quoi, il faut les Il faut challenger. bombarder de questions et en fait, 99% des gens vont s'arrêter en disant, punaise, il pose trop de questions là, ça va être difficile de l'arnaquer lui, on passe à quelqu'un d'autre. Et voilà, moi, c'est ce que je fais toujours, c'est que dès que je vois une plateforme un peu frauduleuse ou quoi que ce soit, je pose des questions et à ce jour, je n'ai jamais reçu de réponse. Et donc, je pense qu'on peut tous tomber malheureusement dans le panneau, mais à un moment donné, si on pose ces questions-là, et là j'en ai une dizaine à poser que j'enverrai à Thomas, si vous posez ces questions-là, vous réduisez fortement la probabilité de vous faire avoir. Voilà. Et par contre, si vous investissez dans un truc qui fait x2 en quelques semaines ou quelques mois, ou x3 ou x4, eh ben, ne remettez pas de l'argent. Posez-vous la question, ben, la bourse finalement, à long terme, on double son patrimoine tous les 10 ans. Si vous doublez votre patrimoine en quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, eh ben, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment du vrai ou est-ce que c'est pas une plateforme, une fausse façade? Parce que souvent, ce sont des fausses façades, bien entendu, et on se fait avoir. Et vaut mieux perdre 250 ou 500 euros que de se dire, punaise, en fait, mes 500 euros ont fait x4, 2000 euros, je vais remettre 5000 euros au pot. Et point aussi important, quand vous transférez l'argent, vous devez transférer l'argent quelque part. Eh bien, renseignez-vous sur le compte. Est-ce que je transfère l'argent dans un pays de l'Est, en Asie, ou sur un compte belge, français, luxembourgeois, allemand? Vraiment, voilà, déjà ça serait le premier signal d'alerte en disant, mais non, mais en fait, l'argent, il est en train de partir ailleurs, quelque part ailleurs. Ben, en fait, comment je m'assure que normalement, sur un compte titre, le compte titre, il vous appartient. Donc, c'est votre compte IBAN et ce genre de choses. Ben là, si vous envoyez sur un compte IBAN bizarre, c'est comme pour moi Trade Republic, j'envoie sur un compte IBAN DE quelque chose. Ben, c'est mon compte titre, Mmh. c'est un numéro IBAN qui est bien différent client par client. Et ben là, voilà, posez-vous la question, où est-ce que j'envoie cet argent-là? Et franchement, en vous posant la question, vous allez fortement réduire la probabilité de vous faire avoir, mais ça peut arriver. Et si ça vous arrive, contactez l'AMF, l'autorité des marchés financiers, ou une autre autorité si vous êtes dans un autre pays. Contactez la police aussi, parce qu'il faut contacter, il faut dénoncer, bien entendu. Ouais, super. Merci Grégory. Bon, on arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que tu peux nous recommander un petit livre? C'est un peu la question traditionnelle de fin. Alors on peut parler du tien bien sûr et on peut aussi parler d'un autre. Mais ouais, est-ce que tu peux nous dire rapidement, voilà, quel est selon toi, enfin
quel livre tu recommanderais? Ça Oui. peut être sur les finances perso, ça peut être sur le développement personnel, ça peut être, voilà. Oui, alors quel livre je recommanderais? Ben justement, tu parles de développement personnel. Est-ce que j'ai ici? Oui. Il va nous sortir un truc de sa besace. Voilà. Cessez d'être gentil, soyez vrai. C'est un livre OK, de Thomas Dansbourg, qui est belge, et en fait, qui parle de communication non violente, donc tout ce qui est CNV. Et ouais. c'est vraiment très très chouette parce que tu apprends vraiment énormément de choses sur toi-même. Et donc moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire ce livre-là, à assister aussi à certaines de ces formations. On est souvent dans le jugement, on a peur aussi parfois de dire non, on dit oui pour faire plaisir, mais on s'écoute pas. Ben, comment dire, en fait, je vais prendre un exemple très concret. Par exemple, si tu me dis maintenant une phrase et que ça me touche, j'ai deux possibilités. Je peux dire non, Thomas, en fait, tu viens de me blesser, c'est de ta faute, ou c'est plutôt de dire, mais en fait, ça a blessé quelque chose en moi, mais c'est moi, en fait, toi, tu n'es pas responsable de mes blessures, tu n'es pas responsable de mes propres émotions, mes propres besoins, nourris ou non nourris, en fait, ils m'appartiennent à moi. Et donc, c'est pouvoir remettre finalement de comprendre qu'on est, que nos émotions, en fait, elles nous appartiennent et on n'est pas fâché à cause de quelqu'un, mais on est fâché parce qu'on a vu que quelqu'un qui a dit ça ou qui a fait cela et que en nous, ça a touché un besoin, une valeur primordiale et qu'on n'est pas d'accord par rapport à ça. Donc, cessez d'être gentil, soyez vrai. Et puis, lié à notre discussion, bien débuter en bourse, mon livre que j'ai sorti il y a un an maintenant. Et donc voilà, plus de 4000 personnes qui ont acheté le livre, donc c'est assez dingue. Je ne m'attendais pas à autant de personnes. Donc voilà, c'est un chouette livre où j'ai pris un an, 10 heures par semaine à écrire ce livre-là. Et maintenant, je prends beaucoup de temps aussi à aller faire des conférences pour parler justement de ma passion et pour aider les gens à bien débuter en bourse. Bah, super. Merci beaucoup. Il faut bah, je mettrai aussi le lien, hein, de du bouquin en description et puis écoute, merci beaucoup Grégory pour, bah, pour toutes ces infos, pour tout, cette valeur que tu nous as apportée, pour le choix des courtiers, pour déjouer les fameuses arnaques et puis je te dis, à très vite, à très bientôt. Merci pour tout Thomas et à bientôt tout le monde.